Aujourd'hui, nous allons compter les us et coutumes qu'adoptaient les bonnes gens de la cour de notre sieur roi Dieudonné, où satisfait était signe de prestige et de reconnaissance d'un rang qui devait se montrer avec espérance, et donc où les nippes avaient pour objet de montrer richesse et connaissance des bonnes mœurs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Plaît-il? Tu ne vas quand même pas parler en français du XVIIe siècle tout le long de la vidéo? Écoutez, mamie, je pense qu'il est important d'avoir souvenance de quelle attitude devaient-ils adopter au sein de la cour de Versailles pour améliorer leurs conditions de vie, et ceci passait bien sûr par la causerie. Alors, écoutez, ma chère Nora Mignonnerie de Beauregard, vous êtes bien gentille de faire genre on est au XVIIe siècle, mais nous ne pigeons que dalle du magnifique récit que vous nous contez là, donc pourriez-vous faire un putain d'effort et parler normalement, car ce comportement va vite m'énerver et me rendre fort désagréable, voyez? Une fois que j'avais l'air intelligente. Rassure-toi, tu avais l'air plus insupportable qu'autre chose. J'aurais essayé. Et tu as vu que c'était une mauvaise idée, donc on va faire comme s'il ne s'était rien passé. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler d'une période où la mode a subi de nombreux changements, puisque Louis XIV arrive au pouvoir, et en plus de construire Versailles, va en faire un château où tous les nobles doivent le suivre, puisqu'ils doivent s'attirer les bonnes grâces du roi. Et ça doit aussi passer par suivre la mode que celui-ci instituait, même si ça doit être des tissus, beaucoup de dorés, et beaucoup de nœuds aussi. Vraiment, beaucoup de nœuds. Maintenant qu'on est revenu en 2015, on va malgré tout pouvoir parler de la mode sous Louis XIV, et ça va être un gros morceau, donc préparez-vous à ingurgiter des fanfreluches tout le long. Bon, va quand même falloir recontextualiser avant tout. Vous n'échapperez jamais! Jamais! Quand Louis XIV arrive, le mec s'impose. Il est Louis le Grand, Louis le Roi Soleil, Louis Dieudonné. Putain, non pas cette référence, merde! Enfin bref, Louis qui pose ses couilles sur la table et veut tout déchirer. Et pour ça, il lui faut construire un château immense Et donc hyper cher. et y imposer sa loi. Et c'est pour cette raison que les nobles sont contraints d'y vivre, car c'est devenu une nécessité de suivre le roi, car c'est en le suivant qu'ils obtiennent des terres, des titres prestigieux, etc. Donc c'est plutôt cool. Mais ça entraîne aussi un effet mouton sur la mode, car chaque chose que Louis XIV va vouloir, tout le monde va devoir le porter, aussi coûteuse soit-elle, sinon c'est la honte. Coûteuse, elle l'est, parce que Louis XIV, il veut du lourd, du prestigieux quoi. Donc les classiques et sobres tenues de son père, on les oublie. Donc tous les bons gentilshommes de la cour doivent s'habiller comme tels, même si c'est un peu différent et donc un peu particulier. Pour exemple, dans la mode masculine au début du règne du roi, elle se caractérise par le port de la ringrave, qui est... Une grosse jupe et une grosse culotte. Ouais, littéralement c'est ça. C'est une jupe en forme de tonneau sous lequel on portait des hauts de choses bouffants qui, comme je l'avais déjà expliqué, est une forme de pantalon masculin. Avec, on portait un pourpoint avec des grosses manches fendues sur les côtés comme sous Louis XIII. Sauf que Louis XIV, il veut encore du lourd, et donc on va rajouter de la dentelle, des nœuds, des rubans, des papillons et des oiseaux d'or tissés. Avec Louis XIV, plus il y a de tissu, mieux c'est. À partir de 1870, on délaisse cette fameuse ringrave et on la remplace par une culotte plus serrée, toujours avec des collants évidemment, blanc ou rouge. Et puisqu'on délaisse la fameuse jupe, on va commencer à porter le juste au corps, qui sera une tunique portée pendant très longtemps chez les gens. Pour l'agrémenter, les hommes portaient des cravates, d'où la fameuse lavalière, du même nom que la première favorite du roi. Sinon, au niveau accessoire, les nobles portaient un grand chapeau de plume qui, encore une fois, peut faire penser à un classique du cinéma français. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, hop, non! Et bien sûr, il y a les perruques. Non, pas ce genre de perruque. Oui, je sais, c'était juste une occasion de la ressortir. En plus d'avoir une tête de merde. Hello, darkness, my old friend. Donc, c'est plus ce genre de perruque qui était portée. Le roi l'a vite adoptée par mode, puis par obligation, puisqu'il a perdu ses cheveux assez rapidement, et comme elle était lourde, et elle avait des grosses boucles, bah c'était un petit peu compliqué de la porter. Et en plus, elle était faite de grains de cheval, donc ça grattait, et ce qui fait qu'on était obligé de se raser la tête pour la mettre. On la poudrait jamais à cette époque, ou seulement à partir de 1700, soit à la fin de son règne. Pour ce qui est des chaussures, les nœuds, c'est un peu la fête. Et encore une fois, c'est Louis XIV, et c'est du lourd. Donc ça, si c'est pas des nœuds ma gueule. Autrement, la mode des ternes rouges fait son apparition, une mode qui s'appliquera à tous les nobles encore une fois. La source est le frère du roi, Philippe d'Orléans, ou Monsieur, car celui-ci, revenant d'un carnaval à Paris en 1662, revient avec ses talons rouges. Vous allez me dire, ouah, ça va, le mec c'est pas les talons rouges, c'est un peu bizarre, mais bon, il fait ce qu'il veut. Comment vous dire que Paris au XVIIe siècle, c'était pas ça du tout. Non. C'était du sang qu'il avait sur ses talons. Vous trouvez votre style terne et sans intérêt? Vous n'arrivez pas à trouver le truc qui pourra faire retourner toutes les dames sur votre passage? Optez pour le sang! Grâce aux bouchers peuplant les rues et les meurtres dissimulés, les rues de Paris sont couvertes de sang! En y trempant vos talons, le sang pourra transformer n'importe quelle paire de chaussures en des chaussures tendance dignes d'être portées par les plus hauts nobles. Alors foncez!
Ma vie a changé à présent. Ah là là, l'ambiance à Paris devait être magique. Toute cette extravagance a quand même fini par disparaître à la fin du règne pendant la guerre de succession d'Espagne entre 1701 et 1714, puisque par manque d'économie et sous l'influence de sa favorite, puis femme Madame de Maintenon qui était très pieuse, il a dû réduire le coût au niveau des vêtements, d'où la disparition de beaucoup d'artifices comme les rubans, la broderie et la soie. Et Louis, il était très triste. Mais on s'en fout en fait. Passons maintenant à la mode féminine parce que cet épisode, contrairement aux autres, se voit plus attardé sur la mode masculine beaucoup développée par Louis XIV, car celle des femmes était dictée par les favorites, et comme ces dernières changeaient beaucoup, parce qu'il faut le dire, Louis XIV était un show du slip, eh bien, il a eu quelques difficultés à se développer. La richesse des femmes se montrait sur les jupes, et ces dernières étaient les mêmes que celles sous Louis XIII, c'est-à-dire composées de 3 couches de jupes différentes pour apporter de l'épaisseur. La forme générale de la robe est restée à peu près la même que sous la Régence, ce sont surtout les décolletés qui se sont élargis à cause des favorites, et les manches qui étaient d'abord fendues sous le règne de Louis XIII s'arrêtent ici aux 2/3 et finissent avec de la dentelle. Bref, allez regarder le dernier épisode sur la mode sous Louis XIII pour comprendre la différence. Oui, alors, comme elle a la flemme de relever des infos, eh ben elle dit aux gens d'aller voir ses autres vidéos, voilà. Au niveau des accessoires, les gants sont devenus courants que ce soit pour les femmes et les hommes, et pour garder l'anonymat, les dames de la cour avaient des petites capes ou des masques de velours, car Louis XIV ne voulait pas que les nobles aillent s'amuser ailleurs qu'à Versailles, par envie de les garder sous le coude. D'où la scène dans le Marie-Antoinette de Sofia Coppola où cette dernière allait en cachette à des balles pendant la nuit et a donc une cape sur elle si besoin pour garder l'anonymat puisque c'était interdit. Et oui, l'étiquette c'était aussi la dictature, car Versailles était aussi et surtout une prison dorée. Mais pour revenir à notre sujet principal, il y a une grosse mode qui va se répandre chez les femmes qui sera le début d'une période de torture du corps, c'est le corset. Oh, c'est un bout de tissu, hein, pas Freddy Krueger. Bah, il a quand même fait des dégâts corporels, puisque la femme se voulait extrêmement fine, d'où les malaises et l'utilisation des éventails pour éviter ces derniers. Tout ça, c'est surtout pour avoir une gorge bien développée, puisque comme nous l'avons dit, Louis XIV il aimait bien. Enfin, Louis XIV et les autres. Car les femmes n'étaient plus seulement des ventres sur pattes, mais aussi des objets sexuels sur pattes. Ça y est, on part sur la partie féministe. Ah non, je dis ça parce qu'il faut au moins voir le nom des nuances des bas des femmes, hein. Couleur ventre de biche, veuve réjouie, trépassé revenu, et le plus beau, baise-moi ma mignonne. Mais les femmes aussi avaient leur technique, rien que pour les mouches. Ouais, ce terme a pu intriguer beaucoup de personnes, mais non, ce n'était pas des mouches écrasées que l'on se mettait sur la gueule. Juste le terme donné aux rondelles de taffetas noir que l'on posait à plusieurs endroits du visage ou de la gorge, qui d'abord destiné à cacher tout bouton ou grain de beauté et faire donc ressortir la blancheur de la peau, signifiait finalement quelque chose selon l'emplacement. En voici quelques exemples. Sur le front, la majestueuse, au coin de l'œil, la coquette, sur le décolleté, la généreuse, et le plus beau au coin de la lèvre, la baiseuse. Oh, vous qui voyez ce siècle comme coincé et romantique. Les 17e siècle, une autre idée de la séduction. Pour ce qui est des coiffures, celles des femmes suivent celles des hommes dans l'utilisation des boucles. Les cheveux étaient toujours relevés, composés de boucles et gros rouleaux de cheveux et agrémentés de perles, de fleurs ou de pièces de tissu selon les favorites ou grandes dames de la cour. La coiffure la plus peinte dans les représentations est la fontange, qui est relevée le plus possible en général grâce à une pièce de tissu qui permettait de gagner de la hauteur. Dès lors, les coiffures féminines gagneront de plus en plus de hauteur, d'où la mode sous Marie-Antoinette. Mais ça, c'est pour plus tard. On sait bien, les petits suspects dans les vidéos, ça donne un peu d'importance à ce qui n'en a pas, voilà. Sous Louis XIV, il y a aussi une mode commune qui est celle du maquillage, car les femmes se maquillaient évidemment, mais les hommes aussi, ce qui est une grande nouveauté à l'époque. Mais bien sûr, le maquillage des femmes était un petit peu plus voyant. La peau était extrêmement blanche, car signe de richesse puisqu'il n'y avait que ceux qui travaillaient au champ qui bronzaient, mais elle était aussi signe de virginité et de pureté. Le blanc dissimulait aussi toutes les impuretés parce qu'on mangeait comme des porcs à l'époque et ça avait pas mal de dégradation sur la peau par rapport à la nourriture épicée et au vin capiteux. Sinon, on utilisait beaucoup de fard rouge, car signe de richesse encore une fois, mais aussi d'amour et d'adultère, donc les femmes en mettaient une quantité astronomique. Apparemment, c'est encore valable aujourd'hui, vu toutes les filles qui se mettent encore 3 tonnes de blush sur la gueule. Bon, après, à voir si ça tire vraiment les hommes, hein. Non! Le problème dans tout ça, c'est que le maquillage était composé de produits toxiques, donc pouvait devenir dangereux, et à la longue, la quantité monstrueuse de fard pouvait avoir des répercussions importantes sur la santé. Sinon, niveau hygiène, c'était pas trop la joie. Bon, déjà, à Versailles, ça pue. Il y a les chevaux, les chèvres et les vaches, mais aussi les courtisans qui ne se lavaient jamais. Alors, ce n'était pas le cas de ceux qui avaient accès à des salles de bain, comme les plus hauts nobles, mais les autres qui n'en avaient pas ne se lavaient pas, car l'eau de Paris était réputée porteuse de maladies. Donc on faisait une toilette sèche, c'est-à-dire qu'on mettait une tonne de parfum, on changeait de vêtements une dizaine de fois par jour, et puis le maquillage, je pense, devait servir à camoufler pas mal de choses. Ça donne envie, hein. Bref, les gens tout beaux et tout frais de cette époque, c'est pas toujours valable.
La mode sous Louis XIV signe le début de l'effet de mouton qu'il y aura à la cour de Versailles, puisque ce sera l'effet provoqué à chaque fois qu'il y aura un style vestimentaire adopté par les souverains, ou alors les favorites du roi, et donc tous les nobles vont devoir la suivre pour s'attirer les bonnes grâces. Et ça montre aussi pourquoi toute l'Europe va adopter cette mode, puisque la France est le pays le plus influent à cette époque. L'extravagance et la richesse des vêtements se justifient par l'état d'esprit égocentrique et ambitieux de Louis XIV, qui aura d'ailleurs son épisode consacré, puisque l'année 2015 va correspondre aux 300 ans de sa mort. Mais, malgré le fait que cette mode signe l'apothéose de la cour de Versailles, signe la richesse et l'extravagance de cette cour, de la construction du château, de l'image de la noblesse, elle a aussi ses failles et aura beaucoup ruiné la France, puisque tous les nobles vont dépenser sans compter, étant nobles par leur apparence et non par leur esprit. Ouh, cette conclusion! Oui, j'en suis fière. Ah, tu peux, c'est tellement rare. C'est même la première fois que ça arrive. Et la dernière aussi, je pense. Hello, darkness, my old friend.